Bon, on y est. Voilà, live sur Facebook et sur YouTube. On va démarrer sur YouTube. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Aladin va arriver. Bon, Aladin va arriver. Baisser un peu le son. Voilà. On est en live sur YouTube et sur Facebook. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. En ce moment c'est rock'n'roll hein, sur YouTube et compagnie, sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, écoute, les moutons, oui, t'as raison. Où sont les moutons? On le sait un peu où sont les moutons, on les voit avec des masques tous les jours dans la rue. Voilà. Je ne sais pas ce que fait Aladin. Il va arriver. Salut. Ah, excusez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il fait Aladin? Je vais appeler Aladin, excusez-moi. Allô? Aladin? Allô? Je t'entends. Attends. Ouais, t'es bon pour venir sur le live là? J'allais juste. Ah, ok. Bon, ben, je suis là, je suis déjà en live. Attends, pour être sûr, j'essaie un nouveau truc, si ça marche. Attends. Ah ouais. Je vais brancher, tu me dis si tu m'entends. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok. Excusez-moi pour cette interruption. Aladin arrive. Aladin arrive. Alors, bonsoir Martien, à tous. Voilà, Aladin là. Salut Aladin. Ah. Tu m'entends Aladin? Oula, t'es super loin là. Ah, écoute, là, c'est... Oula. Deux. Là, on n'entend presque rien. T'es à des kilomètres. Ok, une minute. Une minute, hein. Salut les amis. Je suis désolé, c'est un peu tardif, je sais, un dimanche soir. Ah bah ouais, je reste pas longtemps. Je vais faire un petit coup. Ok, ça marche. Ouais, on va se paxer avec Aladin en fait. Non, je déconne, hein. Je déconne. Bon, bah, Aladin, il a un problème technique, on dirait. Ça va. Sur les manifs, ça m'étonnerait, hein, fil GT.
Aller dans une manif où les gens vont être tous masqués, manifester pourquoi? Dis-moi, Phil GT, déjà, quelle manif et je vois les images des manifs, hein, des gens qui manifestent avec des masques, ça sert à rien. Puis je vous l'ai déjà dit, euh, pour moi, au lieu de manifester, il faut juste refuser. Il faut juste dire stop, on enlève le masque. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par la manif? Il faut quand même bien qu'on se dise une chose, les amis, mais on est dans un processus, c'est la manif. On dirait que la manif, on peut. Ah, Aladdin? Désolé, Ah, je ça y vais est. prendre. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Tu m'entends? Ok, désolé. Parce que je réécoute quand on parle et mon micro il est soit trop fort, soit pas. C'est pour ça que je voulais. Enfin, Ça va, t'es bien là? très bien, vas-y. J'ai dit tout à Vas-y, l'heure, il je y a t'entends. quelqu'un qui a dit qu'on était tout le temps ensemble, j'ai dit qu'on allait se paxer. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pourquoi pas? Aux antipodes, bah, je suis aux antipodes moi, donc Ouais, c'est pas trop grave. ouais, on peut Pas trop rigoler. Ouais. grave. Ouais, ouais. Bon, ben Aladdin, écoute, bienvenue. Moi, ce soir, j'ai pas grand-chose à dire. Tout de suite là, donc attaque bien en tête ce que tu as envie sur quoi tu as envie d'enfoncer le clou. Bah, c'était sur des questions que moi je ne voyais pas, j'arrive à les voir aujourd'hui. J'utilise un petit iPhone. Il y avait Ettore qui avait dit une fois, il avait dit que les pères fondateurs américains étaient des francs-maçons. C'est vrai, c'était presque tous des francs-maçons, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la franc-maçonnerie de 1776-1780, ce qu'elle a fait en France, à travers les États-Unis, qui était une colonie américaine, anglaise, c'est un autre rapport. Je ne sais pas, je n'essaye pas de les justifier. Je sais ce qui s'est passé. Et l'exemple est Jefferson, le troisième président après Washington. Adam et on aura Jefferson. Jefferson, c'était un génie du monétaire et il a interdit les banques d'usure. Il était franc-maçon. Donc, voilà, essayez de regarder les francs-maçons, c'est le 30e degré, le 33e degré. 30e degré, c'est là qu'ils font leur allégeance à Lucifer, et le 33e degré, c'est des formalités, mais c'est le 30e degré. Jefferson n'était pas du 30e degré. Et ce que j'essaie de dire, la franc-maçon, c'est de l'occulte. C'est une révélation, c'est voilà, c'est du spirituel sans révélation. Pour ceux qui croient qu'on peut avoir une religion sans spirituel. Sans, Et c'est sans, vrai que sans c'était des spiritualité. francs-maçons. Sans Vas-y, vas-y. spiritualité. Sans spiritualité. Répète par ça parce que je t'entends avec un retour, c'est pour ça que je te... Tu as dit sans spirituel, je dis sans spiritualité. Sans spiritualité, Ouais. oui. Pourquoi? C'est encore 1984 quand la séance de torture au Nil, j'ai oublié dans l'histoire de 1984, il commence le capot de Maton, il commence à le torturer et Stevenson, il lui dit je ne crois pas en Dieu. Et là, tu réponds écoutez, si vous ne croyez pas en Dieu, il dit je suis spirituel, mais je ne crois pas en Dieu. Et l'autre lui dit écoutez, si vous ne pouvez pas être spirituel si vous ne croyez pas en Dieu. Et c'est ce qu'ils essaient de nous dire, tu vois ce que ça veut dire? C'est une coquille vide. Tout est vide dans ce qu'ils essaient de nous dire. Ils veulent qu'on se concentre tout sur la forme et il n'y a rien dans le fond. La démocratie, la République, la seule chose qui existe, c'est notre énergie en tant qu'être humain qui est matériellement, elle est représentée à travers le système monétaire. C'est notre énergie quand on travaille 8 heures par jour ou notre labeur quotidien. Ils veulent l'utiliser. C'est tout ce qu'il y a. À part ça, ils n'ont aucune idéologie. C'est ce que je voulais préciser parce que quelquefois je revois les vidéos, je vois les questions, on se dit on ne va pas tous y répondre, surtout que quelquefois on s'attarde sur des sujets qui sont, tu vois, on ne peut pas les points, on ne peut pas attaquer tous les points. Ce qu'on essaye de dire, le plus important, si j'avais un message à passer, entre les musulmans et les chrétiens, c'est le message le plus important que j'essaie de passer. C'est que
vous avez plus de points communs que de différences. Musulmans, chrétiens, vous avez plus de points communs que de différences. Votre différence, elle est dogmatique. C'est une définition, grosso modo, qui n'impacte pas votre vie quotidienne. C'est la Trinité, les musulmans n'acceptent pas la Trinité, les chrétiens, c'est tout ce qu'il y a. Mais grosso modo, quand on revient à la base, c'est quoi? C'est l'ensemble des lois, le bien et le mal. Pour revenir aux chrétiens qui aiment parler à l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'admet aucune notion de bien et de mal. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de bien et de mal. C'est ce qui est bien, c'est ce que fait les enfants d'Israël envers Yahvé, et ce qui est mal, c'est quand ils refusent de suivre les ordres de Yahvé. C'est tout ce que c'est. Il n'y a pas de bien et de mal. La notion de bien et de mal n'existe pas dans l'Ancien Testament. La seule chose, la seule direction qu'ils ont dans l'Ancien Testament, c'est vous êtes les Israélites, les enfants d'Israël, Israël qui n'est pas un État, qui n'est pas une nation, c'est une tribu. Israël, c'est le nom de Jacob, et c'est une tribu. Ça n'a jamais été nulle part dans l'Ancien Testament, Israël est défini comme nation. C'est des tribus, c'est tout ce que c'est. On a essayé de politiser cette notion religieuse. Pour revenir, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune notion de bien et de mal, d'enfer et de paradis. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. La seule condition, c'est obéir à Yahvé ou ne pas obéir à Yahvé. Et Yahvé, je pense que je l'avais publié avant d'être bloqué sur Facebook, Yahvé, c'est le nom de Dieu, et encore une fois, Youssef Handi en a parlé, mais il faut connaître l'arabe. Yahwa, ça veut dire Yahwa, c'est la notion du Dieu aimant. C'est quand tu dis j'aime en arabe, tu peux dire Ahwi. Ça veut dire aimer avec passion. C'est quand on aime Dieu avec passion. C'est tout ce que c'est. Rien dans l'Ancien Testament ne dit que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il n'y a rien à l'hébreu. Et la seule chose quand on parle de l'hébreu en tant que langue, il est dans la Genèse, ils disent que l'hébreu est un dialecte cananéen. C'est tout ce que c'est tout. Donc, moi, mon message aux chrétiens, c'est suivez le Christ. Le Christ, que la paix et le salut soit sur lui, était d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Suivez le Christ, suivez le Messie, mais vous n'avez rien à faire avec l'Ancien Testament. Maintenant, pour revenir au Nouveau Testament, l'ensemble de lois régies dans le Nouveau Testament à travers le Messie, ils sont tout à fait compatibles avec les musulmans. Regardez bien aux lois. C'est faire le bien, aimer son prochain. Il y a des notions de bien et de mal, ce qui est bien, ce qui est mal. Limitez-vous à ça, ce que je peux dire. La chose la plus importante, c'est l'interdiction de l'usure, l'interdiction d'utiliser les gens, l'interdiction je sais pas, de porter préjudice à autrui. Basez-vous sur ça. Maintenant, en dehors des musulmans et des chrétiens, encore une fois, par la dernière fois, je répète, vous avez beaucoup plus de points communs que de différences. Et les musulmans sont dans... il y a le pacte de Sainte-Catherine, c'est Sainte-Catherine, Martial. Sainte-Catherine, oui. C'est quoi? C'était une montagne, je crois, la montagne Sainte-Catherine, non? C'est en Égypte, ouais, c'est en Égypte, c'est un monastère où ils ont le document, c'est le pacte de Sainte-Catherine entre le prophète et les chrétiens. On ne peut pas toucher un chrétien, ils sont sous la protection du prophète jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu lis le Coran, je vais le dire, la première sourate, c'est le premier chapitre, c'est l'ouverture, le Fatiha. Les Juifs sont définis comme le judaïsme, grosso modo, c'est ceux qui ont couru la condamnation divine, la damnation divine, parce qu'ils ont refusé ces lois.
Mais c'est pas à nous de dire, c'est un jugement divin. C'est pas nous. Nous, il faut les respecter. Quand ils sont dans le vrai, quand ils sont pas dans le vrai, bien sûr, il faut les opposer. Pour les chrétiens, pour nous, la seule différence entre le chrétien, je le répète encore une fois, c'est le fait de la Trinité. C'est tout ce que c'est. À part cela, il n'y a rien contre les chrétiens dans l'islam. Et il y a même des versets qui disent, par exemple, que ceux que tu trouves les plus proches des croyants musulmans, c'est les prêtres qui ne sont pas arrogants. Je ne veux pas essayer de le dire en arabe parce que j'oublie le. Mais grosso modo, encore une fois, c'est que vous avez beaucoup plus de points communs que de différences. Et moi, je ne vous demande pas de vous aimer, ou si vous pouvez. Mais sachez que l'énergie que vous dépensez à vous entretuer, ça fait 14 siècles. Personne ne peut convertir les autres. Un musulman, on est musulman que par rapport à son Dieu, un chrétien est la même chose. On est responsable que de son individu. On ne peut pas convertir les autres. Ça n'existe pas, la conversion forcée d'autrui. Ouais. Maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus importante, c'est le fait qu'ils sont en train d'utiliser cette différence pour nous détruire les uns des autres. Ils ont fait ça avec les musulmans, ils ont monté les chiites contre les sunnites contre les chiites et vice-versa. Ils ont inventé le protestantisme. Le protestantisme, ils l'ont inventé à partir d'un chapeau, ça n'existait pas le protestantisme. On est d'accord sur Oui, bien sûr. Le protestantisme, c'est de la magie. Voilà, ils sont venus un jour et ils ont dit voilà, on proteste et c'est devenu le protestantisme, l'Église réformée qui a accepté l'usure. La première des choses que Martin Luther a accepté, c'était l'usure. Voilà, pour parler. Les protestants, moi, ce que je vois, j'ai connu le système américain, c'est eux qui dirigent les États-Unis. C'est des juifs qui ne mangent pas de porc. Ça, c'est Heinrich Heine. Moi, je ne fais que citer. Voilà. Heinrich Heine, qui était un juif qui s'est converti au catholicisme, fils de banquier, a dit les protestants ne sont que des juifs qui ne mangent pas de porc. Et c'est pour ça ce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Je vois les documents de 1800. Une des premières missions des États-Unis quand on a pris son indépendance, Jefferson a dit l'Amérique est le nouvel Israël. Pour te dire, ils sont très centrés, ils sont judéo-centrés. Hein. Les protestants, c'est très judéo-centré. Ça se voit dans le rapport à l'argent des Américains moyens. Hein. Ah, bon, il va revenir, encore problème technique. Je regarde un peu vos commentaires en même temps. Il y a quelqu'un tout à l'heure, c'est Saliha, oui, qui me prend la tête parce qu'elle dit que je dénigre les gens. Je dénigre pas personne, je suis en train de combattre pour aider les gens à voir la vérité. Il faut qu'on sépare le bon grain de l'ivraie et il faut que les gens voient qui est quoi et qui fait quoi. Désolé. C'est bon là? Oui, j'ai déconné avec mon micro. Vas-y, je t'écoute, Martia. Ouais, non, je disais comme il y a des gens qui... Il y a des gens, parce que hier j'ai eu... il y a Abdel Zahiri qui m'a téléphoné pour me prendre la tête et pour me menacer. Ça c'est incroyable quand même, le mec. Parce que j'ai dit qu'il bossait pour Soros. Il m'a appelé pour me menacer. Il a dit qu'il voulait venir chez moi pour me casser la gueule. Voilà. Donc, et il y a des gens qui me disent, comme là, Saliha, qui me dit que je suis, que c'est pas bien parce que je dénigre les gens. Je ne dénigre pas les gens. Aladdin, je t'ai montré le logo de la Red Family. Mm-hmm. Ouais. Tu te rappelles? Oui, bon, oui, tout à fait. Le point levé, Red. On a fait l'étude bien avant qu'il sorte. On l'avait fait, ça fait plus de 2 ans. Quand je dis on était, voilà, je dis on ou je peux dire je, c'est pas ça le problème. Ouais. C'est que l'étude a été faite et on avait vu une constatation que depuis la révolution industrielle, le point levé est la représentation du Talmud à travers les banques Rothschild, avec le rouge. C'est tout ce que c'est. Les cadences, la révolution industrielle a créé des injustices sociales que les ouvriers, le prolétariat n'a pas pu digérer, ne pouvait plus suivre.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un élan d'avance, ils vont inventer à travers le rabbin Moses Hess, ils vont inventer le communisme, et ils se sont dit, bah, c'est nous, on vous représente les ouvriers, la classe, les prolos, les prolétaires, on vous représente, et c'était un rabbin qui les représentait en fonction, avec l'image du communisme, qui est du sionisme pour les goïms. Et la représentation, c'était le rouge communiste, c'est pour ça que on les appelait les rouges, et ça a été le point levé. Donc, toutes les représentations du communisme, c'est l'étoile et le point levé. Vas-y, c'est tout. Hein. Ben voilà, donc parce qu'il n'est pas content, Abdel Zahiri, parce que je dis que son logo, à lui tout seul, déjà, il indique toutes les lectures symboliques clés du communisme, du Talmud, et donc pour moi, c'est-à-dire quand je dis Soros, évidemment, je n'ai pas une preuve tangible pour dire Soros, mais on a des doutes, on voit quand même quelque chose, c'est-à-dire que quand on choisit un logo, on ne le choisit pas par hasard. Voilà. Et moi, je continue de penser, hier, il a affirmé qu'il l'avait créé lui-même il y a 10 ans, son logo. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que Abdel ait créé son logo. Je pense que quelqu'un l'a fait pour lui et qu'il ne maîtrise pas bien ce domaine-là. Je pense qu'il ne maîtrise pas ça. Et puis, autre chose, pourquoi je dis tout ça? Parce que ça fait longtemps que je dénonce le CNT d'Eric Fioril. Alors, je le dis pour ceux qui sont musulmans. Je l'ai déjà montré la vidéo, elle est sur ma page aussi. Hein. Il y a une vidéo d'Eric Fioril qui montre son cul. Voilà, qui demande au type de reculer avec la caméra pour montrer son cul. Je me dis, Abdel, il veut essayer de fédérer le plus de gens possible. Mais jusqu'à quel point on peut fédérer les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un moment? Alors, j'ai envie de poser la question. Est-ce que les gens de la Red Family vont vouloir s'associer avec le RN de Marine Le Pen, par exemple? Puisqu'ils veulent fédérer tout le monde. Est-ce qu'ils vont aller se fédérer avec le RN? Pour moi, c'est absolument aberrant. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point. Bon, de toute façon, les choses, elles vont. Je pense que là, maintenant, il est arrivé à un tel point avec la Red Family que il n'y a pas que moi qui vais ramener ma gueule. Hein. Ce soir, comment elle s'appelle? Farida Belgoul faisait un live. J'ai entendu une partie du live. Voilà quoi. Donc, moi, ce que je dis, effectivement, je n'ai pas de preuves. J'ai de très forts soupçons. Et ce que je vais ajouter, hier, quand on a parlé avec Abdel Zahiri, Abdel a dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu as des papiers français? Il m'a dit non. Abdel a affirmé lui-même être fiché S. Alors, il est marocain, il n'a pas de papier français, donc ça veut dire qu'il a une carte de séjour et il est fiché S. Expliquez-moi comment un mec qui n'a pas de papier français, qui a fait de la prison, fiché S, qui a été donc fait de la prison à propos des Gilets jaunes, comment ce type peut sillonner la France avec une voiture alors que je vous signale qu'on est encore dans la règle où on ne peut pas franchir je ne sais plus combien de kilomètres. Il fait toute la France avec sa voiture en faisant des lives pendant qu'il conduit dans sa voiture, etc. Et il est là, lui, d'après ce qu'il dit, donc pour dézinguer ce système. Il fait un live avec Dieudonné, ses lives ne sautent pas. Il est dans toute la France avec sa voiture, la police ne l'arrête pas. De le contre. Expliquez-moi, c'est Dieu qui a mis la grâce sur la tête d'Abdel Zahiri, et c'est comme ça qu'Abdel Zahiri passe entre les gouttes. Ou est-ce que c'est moi qui suis un débile? Ou est-ce que vraiment il faut se poser des questions? Comment on peut être carte de séjour, fiché S, sorti de prison, être à la tête d'un mouvement comme ça, et puis de dire qu'on veut combattre le système et jamais être embêté? Alors là. Martial, moi, mon point de vue, je ne vis pas en France, mais en tant que, je veux dire, le casque blanc qu'il met à chaque fois, moi, je n'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu à travers toi, je l'ai connu et j'ai commencé à voir ce qu'il faisait.
le casque blanc, c'est quoi? C'est white helmet. Hein. C'est Oui, alors helmet. ça aussi. Moi, justement, je t'ai fait remarquer ça hier. Je t'ai dit, c'est très curieux parce que moi, les casques blancs que j'ai vus, c'était comme tu dis, les white helmets. C'était des terroristes déguisés en sauveteurs qui montaient des opérations sous faux drapeau en Syrie. Tout à fait. Donc, c'est très curieux de porter ce casque qui est le même que ces fameux white helmets. Bah, il n'a pas 10 ans, le mec. Je pense qu'il a la trentaine. C'est pas un gamin. Pourquoi il a besoin de se présenter avec un white helmet? White helmet, je vais te dire qui est-ce qui les a fait. J'ai oublié son nom. C'est un officier du M16. C'est les services secrets britanniques. Qui dit service secret britannique dit la Banque d'Angleterre, dit Rothschild, dit le Mossad. C'est tout ce que c'est. Ouais. C'est très vite. Hein. C'est pas. Pourquoi tu es, un adulte, pourquoi tu as besoin de mettre un casque devant un casque blanc devant les caméras avec un jouet du Kalachnikov et attends. Ils se servent de lui pour utiliser les musulmans pour dire voilà, il y a une déstabilisation qui est en train de se faire, c'est des musulmans, c'est des arabo-musulmans, ou c'est un crétin. C'est un crétin complet, parce que pour moi, un islamiste marocain, je suis algérien, mais je vais te le dire, ou algérien, il penserait plutôt à changer le régime dans son pays, pas en France. Va dans ton pays et change le régime. Ben oui, mais attends, Aladin, là, tu sais qu'en France, si moi qui suis français, je dis ça, on va me dire que je suis raciste. Encore une fois. Ah ben, moi, je suis pas français. Moi, je te dis très simplement, Ouais. moi, en tant qu'arabo-musulman, je dis aux arabo-musulmans, le seul régime qu'il faille changer, c'est le vôtre. Allez dans vos pays et changez le régime. Changez le régime du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et là, on verra. Ben, En France, la France a une puissance économique qui représente tout le Maghreb. Qu'est-ce que vous allez changer? Sur quelle base? Et en plus de ça, vous donnez une mauvaise représentation de l'islam parce que vous ne pouvez pas faire le ménage chez vous et vous allez en tant que. En plus, le mec, il n'est même pas né en France. Il n'est même pas né en France. Pour moi, il est utilisé. Comment on appelle ça? C'est une marionnette, ce mec. Hein. Il est utilisé. Et encore une fois, quand j'ai vu les représentatives du point levé, du rouge, du slogan, c'est pas islamiste. Hein. Ça, c'est pas islamiste. il y a, la seule chose, la seule référence à l'islam, c'est qu'il y a la couleur verte dans le logo. Le papier peint. Le Voilà. papier peint sur le Il y mur. a, Voilà. il y a, il y a la Voilà, couleur c'est verte. la forme. C'est la seule référence à l'islam. Mais si tu veux, il y a des gens, par exemple, là, il y a encore une personne une personne qui était dans la raid, qui a fait un live là avec Farida Belgoul, et cette personne lui a dit, mais écoute, Abdel, en tant que musulman, tu ne peux pas t'associer avec une secte. Parce qu'il y avait un type là qui se prétend être le futur monarque de la France, et Abdel, en fait, veut donc faire la convergence avec ce mec-là, avec Daillet, avec Dieudo. Et moi, je ne suis pas musulman, mais il me semble que ce que dit cette personne semble être sensé. Normalement, un musulman ne peut pas s'associer avec des gens d'une secte, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Bah, tu n'as pas besoin d'être musulman, Martial, tu as besoin d'avoir du bon sens. Voilà. C'est tout ce que c'est. C'est de la logique. Tu n'as pas besoin d'être croyant. Parce que, voilà, sans croyance, on vit dans un groupe, une nation qui s'appelle la France. Elle est en train de couler pour des raisons X, Y, Z. Vous, en tant que musulman, faites le bien. Vous êtes prescrit de faire le bien où que vous soyez. Votre nation, c'est la nation dont vous dépendez. C'est-à-dire, si vous êtes avec des chrétiens, des Français, aidez-les dans ce qui se passe. C'est tout. La France, elle est en train de. Je ne sais pas, je ne veux pas utiliser d'adjectif parce que je ne vis pas en France, mais ce que je vois, c'est que moi je regarde à travers le civilisationnel et le social, une grande marge de la société française qui vire brutalement vers la pauvreté. Assistez-les, faites-le bien. Si vous voulez suivre les pas du prophète, le prophète s'était défini, autodéfini, le prophète des pauvres. Voilà. Si vous voyez une crise sociale, soyez avec les pauvres, aidez les pauvres, faites le bien. Et c'est la plus grande des religions, c'est assister les plus démunis. Voilà. Mais
l'islam, c'est un verset du Coran dit au Mohammed, tu ne peux pas ouvrir le cœur, tu ne peux pas faire de musulmans ce que tu aimes, mais c'est moi qui décide. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui ouvre les cœurs ou les ferme. Si Dieu avait décidé qu'il n'y avait plus de musulmans sur terre, voilà. Maintenant, la seule responsabilité, je pense, j'ai vécu en France et j'ai vu, c'est que vous êtes dans une société française qui est catholique et essayez là de se maintenir à suivre le Christ. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous faites ça, les musulmans n'ont jamais poussé les chrétiens à devenir musulmans. On a plus de 20% de chrétiens en pays arabes et ils existent toujours. On avait parlé du numéro 2 irakien, Tarek Aziz, qui était chrétien. On a une grande partie du gouvernement irakien qui était chrétien. On a le président libanais qui est chrétien. Pour moi, c'est pour ça que je le définis d'un côté civilisationnel. L'histoire de la chrétienté est née dans la péninsule arabique, dans le Moyen-Orient. Maintenant, vous êtes dans une société qui divague par rapport à une crise qu'on ne peut pas nommer. Alors, en train de lui faire porter le chapeau pour une dette qui n'existe pas. Aider cette nation, ces gens, assistez-les dans leurs besoins, dans un réveil, une sortie de crise. Essayez de voir une sortie de crise. Mais l'islam n'a pas besoin de vous, n'a pas besoin de s'implémenter officiellement en France. La liberté de chacun commence là où s'arrête celle de l'autre et vice-versa. Assistez-les. S'il y a une crise, assistez les plus démunis, socialement, c'est tout. Quel est le pouvoir de la population musulmane à prendre le pouvoir en France? C'est rocambolesque. Là, ça te montre qu'il présente. Vas-y. Moi, tu vois, il y a un truc qui me dérange chez Abdel, par exemple, quand je parlais d'Abdel Zahiri et de ce mouvement, c'est que ce que je lui ai dit hier, par exemple, il m'avait traité de facho dans un live qu'on avait fait ensemble, parce que je lui ai reproché de soutenir les migrants. Et moi, je lui ai redit, et je le redis ici, je ne veux pas voir de migrants entrer dans mon pays, que ce soit des migrants japonais, chinois, d'Europe, je m'en fous. C'est-à-dire que là, on est dans un état où la France, elle est exsangue, on est vraiment dans la merde. Donc, les migrants qui nous sont imposés sont des gens qui viennent d'endroits très très pauvres. Donc ce sont des gens qui viennent pour faire des boulots d'esclaves, payés comme des esclaves. Il suffit de regarder les mecs qui conduisent des vélos avec marqué dans le dos Uber Eats, Stuart, Deliveroo. Ce sont des esclaves comme ça. Et moi, je vais te dire ce que je pense. Abdel, lui, il soutient les migrants. Pourquoi? Parce que l'écrasante majorité des migrants sont des musulmans. C'est la seule raison. Parce que je pense qu'Abdel, lui, il fait une alliance avec les gens, mais je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est sa religion. Voilà. Pour moi, il pratique l'entrisme. Voilà ce que je pense. Moi, ce que j'ai vu, j'ai entendu de la jeune fille que tu as invitée hier, elle a dit qu'elle avait invité. Le mec, il est en train d'utiliser la religion pour s'en mettre plein les poches. Pourquoi? Elle a dit quand elle l'a invité à la maison, il a dit qu'il essayait de faire des collectes d'argent et tout. Là, pour moi, c'est quand tu es dans une mission sacrée d'essayer d'être un représentant du peuple, tu ne te bases pas sur les dons d'argent. C'est numéro 2, numéro 3, au moins numéro 3. D'après ce qu'elle a dit, le mec qui demandait il faisait des collectes de fonds, ouais. Là, ça sent pas très bon. Déjà, moi, il y a l'altruisme. Ouais, au niveau de l'argent, si tu veux, bon, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Hein. Je ne vais pas affirmer des choses à ce niveau-là, au sujet d'Abdel, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me dérange le plus, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, je peux comprendre que des gens puissent demander de l'argent quand ils veulent vraiment faire quelque chose parce qu'ils impriment des tracts, etc. Alors, admettons. Mais le truc qui me gêne, qui me dérange énormément, c'est que s'associer avec le CNT, un type qui veut qu'on fasse le revenu universel, et puis qui dit qu'il va devenir le gouvernement transitoire de la France. S'associer ensuite avec Daillet, qui lui veut faire un coup d'État. Ensuite s'associer avec Dieudonné, qui lui veut faire de la monnaie numérique,
qui est une monnaie spéculative. Et quand on est musulman, normalement, on ne doit pas aller vers une monnaie spéculative, etc., etc. Morgan Priest. Alors, paraît-il que Morgan Priest, il aurait changé son fusil d'épaule, mais il y a quelques années, Morgan Priest, je voyais, il faisait des conférences avec des musulmans, mais c'était que pour se friter avec les musulmans. Alors, il aurait changé de fusil d'épaule, paraît-il, mais je suis désolé, moi, quand je vois Morgan Priest, je suis désolé, les amis. On ne peut pas juger tout le monde que sur le faciès, mais Morgan Priest, mais regardez cette tronche de satanique. Des ongles longs comme une gonzesse peint en noir, le crâne rasé, et puis, enfin bref, c'est un type qui a un look de satanique, de sataniste. Il a pas le look d'un homme de Dieu. Je suis désolé. Alors, il y a un moment, il faut quand même être un petit peu cohérent, quoi. Alors, alors voilà. Donc Abdel me menace de venir chez moi pour me péter la gueule en public. En public, il me menace comme ça. Et moi, je me dis, mais euh, comment est-ce que les gens qui suivent ce type se sentent représentés par un type que parce que je dis que son logo correspond aux critères comment dire, de l'opposition contrôlée, de l'extrême gauche, de tout ça, Red Family, moi ça évoque les Rothschild, etc. Ah ben non, monsieur voudrait que je ferme ma bouche. Non, non, tu dis rien, mais on est en train de combattre pour la France. Euh, Abdel, faut qu'il me tue. Faut qu'il me mette une balle dans la tête s'il veut que je ferme ma gueule. Il n'aura pas le choix. S'il veut que je ferme ma bouche, il faut qu'il me mette une balle dans la tête. Je travaille pour mon pays. Donc, c'est pas un mec qui est marocain, fichier S, avec une carte de séjour, qui mène un mouvement que tout le monde suit apparemment, parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les gens le suivent. Mais surtout, on est surtout dans l'extrême gauche. Hein. Et ben, c'est pas parce que ce type a décidé que Martial Lanoir va fermer sa gueule que Martial Lanoir il va fermer sa gueule. Moi, je suis en train de lutter pour essayer de tenter de faire voir aux gens la vérité. La vérité, c'est que le CNT, ça ne va pas sauver la France. Au contraire, c'est un piège. La vérité, c'est que Daillé, c'est un clown qui a été mis là. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens proches, je ne vais pas citer de nom, hein, Alana, tu sais de qui je parle, mais qui semblent donner du crédit à ce type. Il a réussi à retourner des types, Daillé, comme ça. Un type qui la veille disait je vais lui arracher la langue, le lendemain, il s'allie à lui. C'est hallucinant. Je me demande qu'est-ce qu'il a. Il a fait un pacte avec le diable. Comment il fait pour arriver à retourner les gens comme ça? C'est fou. Ben, Martial, dans des situations de crise, il y a une chose qui apparaît, c'est les générations spontanées. Ils naissent à partir de rien, c'est des gens, et ça devient des multinationales. C'est comme les Daesh. Daesh, elle était inexistante, inconnue, et du jour au lendemain, ils frappaient monnaie, ils avaient des raffineries, mais c'est l'Angleterre, c'est le Mossad, tout le Daesh, c'est le Mossad, l'Angleterre, les États-Unis, les services secrets occidentaux au service des banques Rothschild. Pour revenir à ce sujet de l'émigration, moi je suis un arabo-musulman, je suis contre l'immigration. Tout le monde devrait retourner chez lui. Pourquoi? C'est civilisationnel, ça n'a rien à voir. L'immigration a été faite, grosso modo, comme une arme de contrôle. C'est comme le communisme. C'est pour contrôler les pauvres, les prolétaires qui refusaient de faire un boulot sous-payé. On leur faisait venir des gens qui étaient moins payés. C'est tout ce que c'est. C'est une base du colonialisme. En 2003, il y a Mullins qui avait écrit le bouquin sur l'Irak. Et Standard Oil de Rockefeller avait planifié de changer, de faire que tout le Moyen-Orient, les pays arabes, ils vont chasser tous les Arabes, toute la population entre le Nil et l'Euphrate. Ça va être une grande Israël, c'est ça, c'est pour le pétrole, ça n'a rien à voir avec le religieux, et ça sera un grand Texas. Mais les gens leur ont dit, mais vous avez à peu près 200 millions de musulmans, comment vous allez les faire? Ils ont dit, on va exterminer beaucoup. Ça, c'est Shimon Peres qui l'a dit. Il a dit, il faudra les exterminer. Et le reste, on pourra les pousser pour qu'ils se tapent avec les Occidentaux. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Toutes les organisations caritatives pour assister les migrants sont juives. Toutes. C'est du Soros. C'est du Soros. Moi, ce que je dis, c'est l'Algérie est un pays riche. Retournez en Algérie.
aux Algériens. Ouais. Essayez de développer ce pays. Je l'ai prouvé, j'ai quitté la France. J'ai quitté la France. Je ne suis pas un exemple, Ouais. mais j'ai assez prouvé. Tu le sais bien, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée. Tu le sais très très bien. Ben, bon. On en a payé. Vas-y. Moi, je vais te dire un truc. C'est ça aussi, c'est un paradoxe entre ce qui s'est passé hier. Je ne parle pas de la rémigration. Non, attends, Martial. Ouais, Je ne parle pas de rémigration. Non, ouais. Non. Les gens, parce que moi j'ai vu. Non. On fait bien attention. Moi, Ouais. j'ai une double culture. J'ai vu des Algériens qui sont plus français qu'algériens. Par exemple, des Marocains qui sont plus français qu'algériens. Je ne vais pas leur demander. J'ai vu des Français qui sont restés en Algérie, qui sont plus algériens que français. On peut pas. Moi, ce que je te dis, c'est si vous n'êtes pas heureux dans un pays comme la France, je parle aux Maghrébins, retournez chez. Si vous n'êtes pas heureux, retournez chez vous et changez votre pays. C'est tout ce que je leur dis. Ceux qui veulent vivre en France et qui s'adaptent, qui disent, j'en connais beaucoup, qui disent on ne pourra jamais vivre au Maghreb, restez, c'est tout ce que je dis. Mais il y a et moi je lui rends grâce à chaque fois, Kémy Séba, qui lui est d'origine du Bénin, je crois. Il est retourné en Afrique et il a fait déjà de la tôle 2 fois en Afrique. Il a fait 2 fois de la prison en France pour ses idées et 2 fois en Afrique. Lui, il prône ça. Mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, Abdel a reçu Dieudonné et Dieudonné, il a encore redit dans son live, il prône la remigration. Et ce qui est incroyable, c'est ce que je disais à Abdel, c'est que moi, Abdel, sur le coup, on avait fait un live, il m'a traité de facho parce que je lui ai reproché de soutenir les migrants. Et ma logique, elle est simple, c'est que les migrants, quand ils arrivent en France, tant qu'il y aura des Français qui vont manifester, qui vont donner du poids pour les aider, pour qu'on les régularise, qu'on leur donne des papiers, ça tentera les autres, ça leur dira, écoutez, il y a un signal, il y a des gens qui sont là pour manifester pour vous, pour tout faire pour que vous ayez vos papiers. Et moi, ce que je vois, c'est les Français. Quand je dis les Français, là, je dis les Français de toutes origines confondues. C'est-à-dire, je l'ai dit encore hier, moi j'avais un voisin marocain quand j'habitais à Châtenay-Malabry, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais toi, tu es optimiste au sujet de l'avenir de ton fils au niveau boulot? Il me dit non. Et je dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de ces hordes de migrants qui viennent? Ah ben, il me dit, moi je suis contre. Il me dit, je suis contre. Mais j'ai dit, pourtant, mais t'es pas raciste, tout ça. Il me dit, non, c'est pas un problème de race. Mais c'est le piège, tu sais. Toujours, c'est une anathème. Ouais, t'es un facho, t'es un raciste. Bon, ça c'est vrai que ça fonctionnait dans le temps. Aujourd'hui, ça marche plus. Mais ça agace un peu. Ça agace un peu. Et donc, de voir que Rémi Daillet, qui a marqué sur ses 80 propositions, s'il prenait le pouvoir, il y a Olivier Probst qui m'a fait remarquer qu'il a fait une vidéo dans laquelle il dit que le mec, il dit si un arabe, en gros, si un étranger insulte un Français de souche, de sale français, un truc comme ça, le mec, on le renvoie au pays. Mais marquer ça dans une ligne de proposition de mesure s'il était président, c'est une comment dire ça je trouve plus le mot, une provocation. C'est une pure provocation. Ça sert à quoi d'autre que de provoquer des gens, d'écrire un truc pareil? Il n'y a pas besoin d'écrire des choses comme ça. Pour moi, c'est de la provocation. Et Abdel reçoit ce mec dans son live et ça ne lui pose aucun problème. Donc moi, je me dis une chose. Pourquoi dans le tas, le seul qui est traité de facho, c'est moi? Peut-être parce que je suis le seul qui ne travaille pas pour le camp d'en face. Point barre. Tout à fait. Tout à fait. Les gens qui disent, tu sais, ils sont en train de ratisser large, ils veulent avoir tout dans leur poche, et l'union, elle ne se base sur rien. Dire aux extrémistes, je les appelle les extrémistes, ça ne veut rien dire, tu sais bien que moi ça ne veut rien dire, de tout bas leur dire je suis de votre côté, on va virer les étrangers, on va virer les Arabes, et dire aux Arabes je suis pour cela. Donc ils essaient de tout, c'est-à-dire que c'est comme on appelait ça les promesses ne tiennent que celui qui les croit. Regarde, tu vois, Abdel, écoute bien, là il y a un mec, je crois qu'il est musulman, qui me répond ça, Martial, soutenir les migrants, il n'y a rien de mal, ce sont des humains, et ils sont là, c'est tout. Par contre, soutenir l'immigration, c'est soutenir le phénomène dans son ensemble. Et là, je suis donc désolé. Mais je suis désolé, mais comment tu soutiens les migrants? Alors moi, je ne te dis pas,
Je suis le premier à donner une pièce quand je vois un mec dans la rue et je ne cherche pas à savoir s'il est migrant ou pas migrant, j'en ai rien à foutre. Bien Mais sûr, je bien dis, sûr. Ouais. tu ne peux pas dire soutenir les migrants et être contre l'immigration. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il faut être logique. Il faut être logique. Mais Martial, il y a un problème. Il y a un attends, problème. Moi, je te le dis. Il y a un problème. Il ne faut pas se le cacher. C'est qu'il y a des gens, ils sont solidaires par tribalité ou alors parce que c'est des coreligionnaires. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a la tzedaka. Il y a la tzedaka, c'est tout. Alors, il y a des disent, oui, mais comment je fais si je veux être un bon musulman Je ne peux pas dire non, revenez pas. Mais non. Je veux dire, entre donner l'aumône dans la rue et puis aller manifester pour demander que les mecs aient des papiers, je trouve qu'il y a un problème. Martial, Voilà. la France ne peut pas prendre toute la misère du monde. Premièrement, il n'y a aucun pays qui puisse le faire. La terre, elle est vaste, et ça, les musulmans, c'est dans le Coran, elle est vaste, amplement vaste. Et la première des choses, c'est changer le régime dans lequel vous êtes. Moi, quand je m'adresse aux musulmans, c'est que la France n'est pas une solution pour vous si vous n'êtes pas adapté aux conditions de vivre en Occident, grosso modo, en Occident. Et je vais te citer quelque chose pour les musulmans, hein, et pour ça tient pour tout le monde, c'est qu'il est interdit de migrer pour les musulmans à moins d'être soumis à des conditions extrêmes, c'est-à-dire la mort, la famine, là oui. Ouais. Ce que j'essaie de dire est la Syrie a été déstabilisée, un tiers de la Syrie est occupée, on a eu plus de 1 million de Syriens migrants en Algérie. Moi, j'ai aucun problème. Le Mali, c'est la même chose. Personnellement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces pays ont été déstabilisés par l'Occident, par l'élite. Quand je dis l'Occident, tu sais très bien, c'est des petits hommes verts, On a bien mais compris. c'est l'Occident, c'est des armées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais essayez de trouver une solution à ce problème qui est la stabilité du Moyen-Orient et du Maghreb. Ouais. Tu sais, moi j'ai connu des pieds noirs qui ont quitté l'Algérie, ils ont regretté, ils ont dit on a pris une génération pour s'adapter en France. Pourquoi que l'Algérie est un pays, un grand paradis entre 1800, je ne sais pas, avant 1962 et à partir de 1986, tout le monde voulait se barrer. Pourquoi? C'est à cause des conditions économiques et financières. Ce que j'essaie de dire, c'est que les États-Unis occupent l'Irak, la France occupe la Libye, la France occupe le Mali, je pense. C'est pas les Français au cul des vaches qui sont en train de. Oui, mais par contre, quand un Français qui est au cul des vaches dit moi j'en ai marre des migrants chez moi, on lui reproche que oui, mais tu es en train d'occuper le Mali. Mais non, c'est les salopards qui nous pissent dessus puis qui disent qu'il pleut. Je voudrais rajouter un truc, Alain. Il y a Marie qui dit effectivement, c'est vrai qu'elle m'a remis dans le contexte de l'époque. Le jour où j'avais reproché à Abdel de soutenir les migrants, c'était pas seulement le fait de soutenir les manifs de migrants, c'était le fait d'être dans une manifestation alors qu'on est dans une dictature sanitaire en portant un masque et en soutenant, demander de régulariser les migrants. C'est-à-dire que ça devient obscène. Ça devient obscène. Tu portes un masque, ça veut dire que tu es soumis à la dictature et tu demandes à la dictature, s'il vous plaît, donnez des papiers à mes frères migrants. Non mais tu vois, c'est obscène. C'est vraiment obscène. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure si j'allais samedi à une manif. J'ai dit, mais une manif de quoi? Les gens continuent de croire qu'avec une manifestation, on va changer quoi que ce soit. On ne changera rien. Les gens vont manifester masqués. Je ne vois pas. Il suffit de dire stop. Les civils comme les commerçants, tout ça, on arrête le masque et demain c'est fini. Il n'y a pas besoin de manif. Mais les gens, tu sais, ils respectent les règles. C'est-à-dire que même pour se plaindre, même pour protester, ils le font avec les règles de la dictature. C'est aberrant. C'est aberrant. On n'a plus besoin, il suffit de dire stop, on ne met plus de masque. Voilà. Ce soir, dans le métro, je rentrais de chez quelqu'un, dans le métro, je discutais avec un Marocain justement que je connais qui est SDF, le pauvre, il était en train de manger, il était assis dans le métro, et il y a les connards de la sécurité du métro qui étaient de l'autre côté du quai, puis qui lui disent « Monsieur, votre masque ». Et moi, je leur ai répondu, il est déjà SDF, il est pas assez dans la merde comme ça pour qu'en plus vous l'emmerdiez avec le masque. Voilà. La dérision. C'est la dérision. Tout est dérisoire dans ce qu'ils font. Mais pour revenir à l'immigration, la remigration, ce que j'essaie de dire, l'immigration a été inventée par les banques internationales pour pallier
grosso modo, au refus des prolétaires de faire un boulot mal payé. C'est tout ce que c'est. Vous ne voulez pas faire ce pays, ils l'ont fait aux États-Unis. Standard Oil de Rockefeller l'a fait quand les ouvriers disaient on est sous-payé, il y a trop de cadence. On leur faisait venir des Mexicains, par exemple, qui faisaient un boulot pour 2 fois rien. Ici, c'est la même chose. On fait monter, et c'était Bouygues qui l'avait dit pendant les années 70, il a dit les migrants sont la plus grande chance de la France parce qu'ils coûtent moins cher. Parce qu'ils coûtent moins cher. Et c'est tout, c'est monétaire, encore une fois, c'est monétaire. Moi, ce que j'essaie de dire, regardez à la vie à travers à ce qui se passe, à travers le civilisationnel, à travers le fait que vous ne pouvez pas accuser l'Occident en même temps, demander la solution à l'Occident, essayer de changer vos pays, essayer de changer vos pays. Et ce que je vois, ce que j'ai vu en Occident, c'est que je ne peux pas plaindre les locaux, les natifs, les de souche quand ils disent qu'il y a trop d'immigrés. Pourquoi? C'est fait en sorte que. N'oublie pas une chose, Martial. 1789, il n'y avait pas d'immigrants, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de basanais, il n'y avait rien du tout. Il y avait que des Français. 1649 en Angleterre, il y avait que des Anglais. 1917 en Russie avec que des Russes, et ça n'a pas empêché de faire des révolutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, ils sont en train de faire du. C'est-à-dire, ils sont en train de tout mélanger pour dire on ne peut pas les voir. Ils sont en train de faire monter, ils ont fait monter tous les Maghrébins et tout pour diluer le problème, pour dire on ne peut pas les voir. Et votre problème, à chaque fois dans les années 80, la montée de l'extrême droite et tout, tu sais qui est-ce qui était derrière Le Pen, on le sait tous, on n'a pas besoin de revenir sur ce sujet. C'est pour dire, on n'est plus les problèmes. Voilà, nous, on est à l'égard. Eux, ils aiment créer des crises. Ils aiment créer des conflits, les blancs foncés contre les bleus, les bleus foncés contre les bleus clairs, et c'est eux les juges. Toi, tu es un raciste martial, le mec, c'est un islamiste, là, tu vois, et eux, ils sont au-dessus, c'est des juges. C'est des juges, tu peux pas dire que. Comment ça se fait que les juifs en France, ils ont 4-5 passeports? Comment ça se fait? Comme disait Papy, hein, à Clermont-Ferrand, il y a la rue des 4 passeports. Hein. La rue des 4 passeports. Comment ça se fait que les Mélas, tous les juifs marocains ont 5. Moi, j'ai connu des juifs marocains qu'on était en train de parler avec touche pas à mon pote des années 84-85. Le lapsus. Le lapsus, ouais, je sais. Mais moi, je peux me permettre, j'ai complètement. Non, parce que touche pas à mon poste, tu sais que c'est une émission de Hanouna. De Hanouna, oui. Hanouna, qui veut dire ma petite chérie en arabe. Ah, ça veut dire ça, Hanouna? Et Hanoun, de Blida, c'est un dialecte, c'est un petit dialecte. Hanouni, à Blida, dans la région de Blida, même pas Alger, c'est pour dire mon petit chéri. Hanouna, c'est le féminin, ça veut dire ma petite chérie. Ah bon, moi je m'étais trompé, je croyais que ça voulait dire complètement autre chose. Autrefois, je me suis trompé. Peut-être que je confonds, que c'est une autre. Je croyais que ça voulait dire la morve, la Hanouna. C'est pas ça. Non, peut-être, non. Mais ça se dit pas comme ça en arabe, la Hanouna, la morve? Oui, la morve, oui, Hanoun avec le ha, oui. Mais tu sais, ah, ils ne peuvent pas prononcer le ha. C'est peut-être, ouais, ils ne peuvent pas prononcer les yiddish, ils ne peuvent pas prononcer le ha. C'est pour ça, voilà, mais enfin. Ouais. Pour revenir, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Pardon. Grosso modo, non, c'est pas grave, de toute façon, on est en train de parler à bâton rompu. Ouais. Ce que j'essayais de dire, c'est que ils ont le droit d'avoir plusieurs passeports. Regardez les juifs marocains, ils ont 4-5. Moi, j'ai connu les juifs de Touche pas à mon pote. C'est eux qui étaient derrière la main jaune. Hein. C'était que des juifs, il n'y avait pas d'arabes. C'est pour ça que je m'étais frité avec Papy. Il y avait que des juifs. La marche des beurs de Farida, j'étais même pas lycéen à l'époque, c'est ok, il y avait que des arabes. Et ils ont vu qu'il y avait trop de chals palestiniens, ils ont tout arrêté. Ouais. Et ils ont changé ça avec Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, tous ceux que j'ai connus qui faisaient la main, ils produisaient. Hein. C'était des juifs marocains. Que des juifs marocains. Et pour revenir à une chose, c'est que tous les juifs marocains que je connaissais, ils avaient 4-5 passeports. C'était suisse, français, anglais, ils avaient tout. Tous les juifs marocains. Alors là, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de problème. Attends, pourquoi Israël, ils ont voté une loi
Il faut être juif pour être israélien. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Hannon, oui. Voilà, Harlem Désir, dont le père est juif. Hein. La mère, elle est guyanaise ou voilà, mais le père est juif. Hein. Voilà. Bon, tu me diras que le Talmud définit les Africains comme voilà, comme des animaux. Bah, ils définissent tout le monde comme des animaux. Ouais, Enfin, ouais, pour te dire, voilà. Mais pour revenir à touche pas à mon pote, pourquoi eux, c'est des internationaux. Eux, c'est des internationaux et ils essayent de. C'est les goïms, le Talmud. Le Talmud. Faites en sorte que tous les goïms s'entretuent entre eux. Voilà. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple. Voilà. Ils sont en train de prendre le Moyen-Orient avec tout le pétrole qui est à l'intérieur. On chasse un tiers de la Syrie occupée sans déclaration de guerre. L'Irak est occupé sans déclaration de guerre. Les Américains n'ont jamais déclaré la guerre officiellement. L'ONU, soi-disant, l'ONU ne leur a jamais donné le droit. Ils occupent, ils sont en train de pomper l'Irak. Le numéro 2 irakien était chrétien. 30% du gouvernement irakien était chrétien. On l'a renversé. Donc ça veut dire que c'est pas religieux le problème. C'est des chrétiens, soi-disant des chrétiens. Alors, ils sont en train de pomper tout le pétrole et ils ont pris toutes les réserves naturelles, tout l'or de l'Irak. Voilà, comme ça. Mais pousser les Irakiens, pousser les Syriens à monter en Occident et à se taper. Et puis les viols en Syrie. Tu te rappelles du viol de l'Allemagne en 2015 que Papy et moi, on avait vu que c'était que du pipeau. Et 6 mois plus tard, ils ont dit non, c'était que du pipeau. Voilà, c'est faire monter les blonds en neige avec les basanés et qui se tapent sur la gueule et qui ne nous emmerdent pas. Kadhafi leur avait dit, si je tombe, vous aurez des vagues d'Africains au port de... Et voilà. Tu sais que eux, ils aiment créer des crises. Ouais. C'est tout ce qu'ils aiment créer des crises. Et voilà, à partir des crises, on va vous faire passer. Est-ce que tu as remarqué qu'Israël est en train de forcer la main à tous les dirigeants arabes pour qu'ils la reconnaissent? Mais il y a le Covid. La Covid, regarde par ici le Covid. Et par là, c'est le boiteux d'Israël est en train de s'implémenter. Le Maroc qui est tombé, le Maroc à genoux. L'Algérie qui refuse, ils vont déclencher une guerre entre l'Algérie et le Maroc, je le dis. Ils vont déclencher une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Parce que les Américains, ils ont dit à M6, ils ont dit si tu reconnais Israël, on t'aidera pour le Polisario. Bon, la démocratie, le Polisario ne veut pas intégrer le Maroc. La démocratie. On a découpé le sud du Soudan pour dire écoutez, les Sud-Soudanais ne veulent pas être avec le Soudan. Les Polisario ne veulent pas être avec le Maroc. Voilà. Pardonne-moi, je suis un peu inculte. C'est quoi le Polisario, Anna? C'est le Sahara occidental qui est le Sahara du Sud, qui était occupé jusqu'en 72-73 par les troupes espagnoles de Franco. Et quand ils ont retiré, ils ont créé des zones entre les Algériens et tout le monde, comme ils ont fait entre l'Inde et le Pakistan. Ils créent des zones de tension. C'est-à-dire, c'est comme toi, je suis ton voisin, mais ils vont diviser notre jardin et il va passer par ta cuisine et par mon salon. Donc, il faudra toujours que je me batte avec toi. Ils ont créé des zones de tension entre l'Algérie et le Maroc dans le Sahara occidental. Il est vrai que le Sahara occidental a appartenu, mais je veux te dire, le Sahara occidental, si tu regardes, le Maroc, l'histoire du Maroc, elle a été une expansion, une restriction. Ça a été, c'est pas quelque chose de fixe. Moi, je ne dis pas que le Sahara occidental n'a pas fait partie du Maroc. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que le Polisario a refusé d'intégrer le Maroc. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne reconnais ni les limites du Polisario ni du Maroc, de l'Algérie. Pour moi, c'est du pipeau. On est en train de se battre. Il y a quelqu'un qui dit un truc où même moi je suis pas d'accord, c'est de dire que le Sahara occidental, attends, non, ce n'est pas lui. Il y en a un qui a dit le Sahara est marocain, c'est historique. Mais en réalité, si on remonte un tout petit peu en arrière, il n'y avait pas de Maroc, il n'y avait pas d'Algérie, il y a pas très longtemps. Il y avait des tribus, il n'y avait pas. Ça existait dans le sens où il y avait c'était les dynasties, la dernière dynastie, à peu près la dernière dynastie qui a régné entre le Maroc et l'Algérie, ça a été les Zianides, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, ça a été les Zianides,
Et autour de 1500, après que les Arabes, les musulmans, ont perdu l'Andalousie, les Espagnols ont attaqué l'Algérie, qui était. Elle a demandé les Ottomans. Les Ottomans ont pris l'Algérie. C'est la régence, la fameuse régence d'Alger. On ne va pas rentrer dans les détails. Le Maroc n'a pas fait partie de la régence d'Alger. Les Ottomans sont venus en Algérie et en Tunisie. On a appelé ça des régences. Le Maroc ne fait pas partie. Donc le Maroc, dès lors, avait ses limites. Mais il y a quand même des problèmes. Regarde, les Touaregs, eux, c'est Oui. des gens. Ils ont toujours traversé. C'était Oui. des commerçants. Oui. Tu vois. Oui. Donc. Oui, mais écoute, la notion de terre, d'appartenance n'existait pas. Il y avait des appartenances territoriales, mais c'était au niveau, on va dire, gouvernemental. Ils savaient des limites, grosso modo, ce que c'était à travers les gens. Si les gens étaient musulmans, ils appartenaient, car par exemple, si tu regardes tout l'islam, comment il s'est propagé à travers le Sahel, moi j'ai connu le Ghana, j'ai connu le nord du Ghana, c'est tous des musulmans. Donc ça faisait partie du. Tu vois ce que je veux dire? Le Ghana, c'est après la Côte d'Ivoire. Donc c'est grosso modo plus que l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne qui était musulmane. Donc mais la France, quand elle est venue avec l'empire colonial, elle a fait ses limitations. Elle a fait une expansion de l'Algérie, c'est vrai, mais les Marocains étaient libres à l'époque. Ils n'étaient pas encore Soulioté, elle va prendre Béchar, elle va prendre beaucoup de limites, c'est vrai. Elle va faire une expansion maximale de l'Algérie. C'est vrai. Je ne le renie pas, je ne dis pas. Parce que la France, à l'époque, ce qu'on appelle la France, la République laïque maçonnique, croyait qu'elle ne sortira jamais de l'Algérie. En 62, quand l'Algérie a pris son indépendance, il y a une guerre entre eux. Vous n'avez pas entendu parler de la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, et les problèmes ont commencé à partir de cela. Grosso modo, le Polisario appartient au Maroc dans l'histoire. Mais il ne s'est pas battu contre les Espagnols. Il n'a pas chassé les Espagnols, c'est ce que j'essaie de dire. Et ça lui appartient. Mais si tu donnes le Polisario qui ne veut pas retourner au Maroc, si tu le donnes au Maroc, c'est qui? C'est Azoulay VI qui va gouverner? Ils sont en train de reconnaître Israël. C'est quoi? Oui. Enfin bon, écoute, moi, si on pouvait recentrer un peu sur la France ou sur le Covid, oui, tout à fait. là en fait, si tu veux. Moi, je réponds à la question. Hein. Ouais, c'est bien. Il y a des gens qui disaient oui que j'étais en retard parce que je parle du masque alors qu'on est déjà au vaccin. Mais non, je suis pas en retard parce que c'est le masque, c'est l'imposition du masque qui fait que des gens vont porter le vaccin parce que des gens vont être faibles devant l'injonction et des gens vont céder. Alors il y a ceux qui y croient, hein, il y a quelques imbéciles qui y croient. Là, je suis désolé, mais je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Hein. Mais le masque, on n'est pas en retard. Le masque, si demain on arrêtait de porter des masques, ils seraient comme des cons avec leur vaccin. Hein. Si demain tous on arrête ça, arrêter de porter le masque, ça signifie ne plus croire à leur dictature sanitaire et ne plus y obéir. Tout à fait. Donc c'est pas un détail, on n'est pas en retard, on n'est pas en retard. C'est pas facile. Tu sais, regarde l'Allemagne et l'Italie en 1930, ils s'étaient réveillés. Ces deux pays s'étaient réveillés. L'Allemagne, un pays complet qui faisait plus de 80 millions d'habitants à l'époque, s'était réveillé. Ils avaient plus qu'une masse critique. L'Italie, la même chose. On a tourné tout le monde contre eux. Tu sais que c'est la France et l'Angleterre qui a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, c'est pas l'Allemagne. La France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Non, mais attends, Aladin. On m'a dit que c'est Papy qui m'a expliqué qu'à l'époque, il y avait 160 nations dans le monde. Sur 160 nations, 154 ont déclaré la guerre à l'Allemagne en même temps. À la fin, non, au début. C'est à travers le dernier, une semaine avant la fin de la guerre, en 1945, une semaine avant la fin de la guerre, on a Belize ou un petit pays de rien du tout du tiers-monde qui lui déclare la guerre. Tu vois, on a un cheminement. Mais au début, je te parle la chronologie. Qui est-ce qui a déclaré la guerre? Le premier, c'est l'Angleterre, à l'Allemagne. Le deuxième, 2 heures après ou une journée après, c'est la France. L'Allemagne n'a pas déclaré la guerre à personne. Et le point que j'essaie de voir, c'est grosso modo, l'Allemagne, de 80 millions,
était réveillée. L'Italie de 40-50 millions était réveillée. Et regarde, on a tourné les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale ainsi que pendant la Première Guerre mondiale. Les États-Unis avaient une population d'à peu près 60% d'Allemands. C'était comme une guerre civile et ils les ont poussés à faire la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ils ont poussé des Français à faire. Tu vois, donc qu'est-ce que j'essaie de dire? Même si vous avez un réveil, une masse critique qui est de. Tu as besoin de 5-10%, tu n'as même pas besoin de 5%, c'est autour de. Tu sais, 4% des Américains se sont réveillés contre les Anglais en 1776 et ont fait la guerre contre les Anglais. La guerre d'indépendance américaine contre les Anglais, ça a été 4% de la population. Ouais, mais tu vois, ce que tu viens de dire là, ça conforte ce que je pense et ce que j'ai dit encore, je suis désolé de parler ça, mais je ne vais pas le nommer, mais par rapport à l'autre dont je parlais tout le temps, qui veut à tout prix fédérer la terre entière autour de lui, Non. Tu me donnes encore de l'eau à mon moulin, il n'y a pas besoin d'être Non, non, non. d'être si nombreux que ça. C'est un proverbe arabe qui dit vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu'un ami stupide, grosso modo. C'est tout ce que c'est. 4% des Américains ont fait la guerre d'indépendance. Bon, tu me diras que c'est la France qui les a aidés et ça a causé la tête du roi. C'est vrai. La Révolution française, on en avait parlé, c'était une bataille perdue par la France, dont l'indépendance américaine. L'Amérique, tu sais, les grands vainqueurs de ces 2 siècles, c'est les Anglais. Quand je dis les Anglais, tu sais ce que c'est. C'est la City, c'est les banques Rothschild, toutes les banques juives. Et moi, quand je dis juif, si tu me permets, moi, mon ennemi, c'est les banques centrales. Oui. C'est l'argent dette, l'argent usurier. Et il s'avère que statistiquement et en probabilité, le plus grand pourcentage qui adhère à cette idéologie, à cette méthodologie d'utiliser de l'argent dette pour contrôler les peuples et les rendre en esclaves, c'est des gens qui se définissent juifs, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le vrai judaïsme. C'est pour mettre, voilà, rien n'est religieux. Moi, quand je dis juif, c'est banque centrale. C'est argent dette, c'est argent usurier. Et il s'avère que l'Angleterre, c'est le grand vainqueur depuis 2 siècles, et ils sont en train d'utiliser ces juifs, ces chrétiens qui mangent du porc, ces juifs qui mangent du porc, qui sont les protestants. Voilà. Ouais. La plus grande défaite du christianisme, c'est quand le protestantisme est né, et après, jure, c'est tout. Ben voilà. Le calvinisme, le calvinisme, son vrai nom c'est Cohen. Voilà, voilà. Calvin, c'est Cohen, quoi. C'est venu Cohen et calvinisme. Ouais. Voilà. Et l'autre, on va tout dire. Nostradamus, Notre-Dame. Nostradamus, c'est un fils de rabbin. Ben, je savais pas ça. Pas mal. C'est un fils de rabbin. Ah ouais, mais tu vois, Donc, Nostradamus, ça fait tellement en latin, ça fait. Ouais, ça. Ils ont eu des noms comme De Gaulle, putain, De Gaulle, c'est. Et tu sais qu'il est de la bande. Bah oui, et que Robinstein. il était, paraît-il, ses ancêtres seraient d'une secte qu'on appelait les piétistes. Les piétistes, ouais. C'est la Claire qui nous avait elle nous faisait monter. Je ne vais pas donner son nom de famille. Mais Claire, je vois qui c'est. Je vois qui c'est, Claire. Claire. Et je voudrais, même en public, elle nous a fait remonter, je vais dire ce qui se passe avec l'Internet. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Pendant les années 90, fin des années 90, j'étais étudiant, il y avait un bouquin, 95, l'Internet est venu, mais il y avait un bouquin, c'était un bouquin qui racontait toute la révolution bolchevique, que c'était que des petits hommes verts, et il était écrit, le bouquin, j'ai oublié le titre, mais c'était écrit par Leslie Fry. C'était une Américaine mariée à un officier supérieur de la noblesse russe. Et elle a écrit ce bouquin très détaillé, et ça expliquait comment ils ont pris, la Banque d'Angleterre a pris le pouvoir en utilisant les petits hommes verts, et ce bouquin était introuvable. Je me suis tapé 20 ans. Et je n'ai pas pu le trouver. Je l'ai recherché, je me suis déplacé, j'ai pas. Et Claire, elle avait trouvé en PDF. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la plus grande chance que nous avons, c'est l'Internet, c'est le fait qu'on puisse communiquer. L'information, elle est vitale, et le réveil ne dépend que de l'information. On a des informations maintenant,
essayez de les utiliser. Pour moi, je rappelle ce que Mullins et le professeur Forisson avaient dit. Ils ont passé des 40 ans, 50 ans de leur vie. Ils n'arrivaient pas à réveiller les gens. Maintenant, avec l'Internet, tout le monde est en train de se réveiller. Donc, il ne faut pas rater cette occasion. Il y a beaucoup d'espoir. Ouais. Ah là là, je suis un peu fatigué ce soir, moi. Ouais, je vais finir un truc, puisque je vois qu'il y a De Grelle qui dit quelque Ouais, chose. vas-y. Pour revenir. Allez, non. Tu sais, je t'ai écrit pourquoi je m'étais crépi le chignon avec beaucoup de cato tradis. Ouais. Ah oui, c'est Bon, intéressant ce que tu m'as dit voilà. là. Oui, vas-y. Très Oui, intéressant. tu sais que moi, je suis un jansénien de Don Bosco. J'ai grandi parmi les janséniens. J'ai fait l'école catho. J'ai été jusqu'à l'université à la catho. On ne va pas rentrer dans les détails à la catho de Mhm. Lille. Donc, j'ai un background, j'ai un passé, très chrétien, très catho à travers ma mère. C'est pas ça le problème. Avec tout le respect que j'ai à mes frères et sœurs chrétiens catho, ils sont très utilisés, très manipulés par l'émotionnel. Je vais citer des noms. C'est Delcambre, Madame Delcambre, que je connaissais, paix à son âme, elle est morte. Après le 11 septembre, c'était une spécialiste de l'islam, soi-disant, mais non, elle avait fait le droit dans l'islam, c'était une juriste. Elle n'était pas spécialisée en théologie. Après le 11 septembre, elle va virer de bord, elle va commencer à attaquer l'islam. Va s'y joindre le père Pages. Ouais. Vont s'y joindre le père qui a un doctorat d'État en théologie, c'est Gallet. Et il y a un petit crétin, je suis désolé, c'est un petit crétin, je n'ai jamais étudié, c'est Odon La Fontaine. Ils vont traduire des bouquins et ils vont attaquer les musulmans. Ils se définissent catholiques tradis. Le père Pages, je lui demandais, je lui dis, mais Israël, vous êtes. Il dit oui, on reconnaît Israël. Israël, c'est le peuple élu, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Les mecs, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas accuser les Juifs tout en professant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je l'ai cité plusieurs fois, ne s'adresse qu'aux Israélites. Ça n'a rien à voir avec vous. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu purement un Dieu tribal. Le Yahvé, qui est un nom arabe, c'est Yahweh. Yahweh, ça veut dire aimer avec passion. C'est tout ce que ça veut dire. C'est le Dieu des Israélites, de la péninsule arabique. C'est un Dieu tribal. La notion de bien et de mal n'existe pas. Bon, pour revenir à la liste de ce que j'allais. Alors, c'est qui a été dans les années 60-70, c'est un grand nom du sionisme qui a fomenté tout cela, c'est Bernard Lewis. C'est un docteur d'État en théologie, il n'est pas arabophone, voilà. C'est un Israélien américain, anglais, il a une nationalité anglaise, et il va, tu sais, eux, ils aiment utiliser, ils aiment se mettre en arrière et utiliser des petits goïms blancs contre les goïms basanés. Il va utiliser beaucoup de docteurs d'État à chapeauter leur thèse. Ce sera Michael Cook et Patricia Cron. Ils vont inventer une notion qu'on appelle le hagerisme. Hager, c'est de Hager, la mère d'Ismaël. Ils vont dire non, tout ce que vous savez de l'islam, c'est faux, on va vous dire ce que c'est. C'est à travers Bernard Lewis, il va former Huntington pour dire le choc des civilisations. Donc, on a des générations, il y a 2-3 générations de chrétiens qui se définissent catholiques, tradis, qui sont en train d'attaquer l'islam au niveau, c'est un think tank, ce qu'on appelle un think tank. C'est pour ça, moi, j'étais engrené, je me suis pris dans cet engrenage en les attaquant, et mes amis, les chrétiens, les catholiques tradis, m'ont dit, mais tu peux pas faire ça. Mais je lui ai dit, les mecs, arrêtez de jouer les bons flics et les mauvais flics, the good cop and the bad cop. Il y a des chrétiens tradis qui attaquent, moi, je ne fais que leur répondre. J'entends bien, il y a 2 milliards de chrétiens, on ne peut pas tous les contrôler. Il y en a qui sont achetés, il y a 1,6 milliard de musulmans, on ne peut pas tous les contrôler. Moi, ce que j'essaie, c'est notre équipe, ceux qu'on se connaît, Martial, sans dire les noms, on avait un cap, on se dirige vers le cap. C'est tout ce que j'essayais de dire. Maintenant, le christianisme n'est pas le problème. Non, je répète, le christianisme n'est pas le problème. Mais pardonne-moi, je vais essayer de le dire un peu avec mes mots à moi, parce que tu me l'avais dit de manière tellement plus simple quand on s'était parlé en privé, c'est que ceux que tu as voulu attaquer, c'était des chrétiens qui sont tombés dans le piège
de la diabolisation de l'islam et de l'accusation de l'islam pour les attentats du 11 septembre, etc. Donc, c'était des gens qui ont une étiquette de chrétien et tu as attaqué ces gens-là, mais ça ne veut pas dire que tu attaques toute la chrétienté. On fait bien la distinction entre ces gens-là. Tout comme moi, par exemple, moi qui suis pourtant pas musulman, moi j'affirme que l'islam wahhabite des Saoudiens est une hérésie et que c'est un piège qui a été tendu aux musulmans, au monde islamique. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Le wahhabisme est né à travers les loges anglaises Abdel Wahhab. C'est à partir de l'Angleterre, quand elle est partie en Asie, en Chine, elle a créé tous ces problèmes. En Inde, elle a créé tous ces problèmes. C'est les loges. Hein. C'est les loges et les banques Rothschild. Quand ils sont venus, bon, c'était avant, les banques Rothschild ont pris le pouvoir en Angleterre. Ils ont monopolisé le pouvoir anglais à travers Waterloo. Ils ont fait un coup de mettre un bluff de ce qu'on appelle de trading, hein, de la bourse de Londres. Ils ont pris le monopole. C'est Nathan Rothschild qui a pris le monopole depuis Napoléon, depuis la chute de Napoléon. Les seuls monarques, les seuls rois en Europe, dans toute l'Europe, à partir de 1814, à partir du Congrès de Vienne, sont la famille Rothschild. C'est très simple. Dis-moi, ils sont venus dans le monde. Vas-y. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Il y a Mokhtar qui demande, il dit qu'il paraît-il qu'ils veulent couper les réseaux sociaux, tout ça, pour éviter le contact. Ça fait très longtemps, ouais. Et ils sont en train d'utiliser la pédophilie, c'est eux les pédophiles, et ils sont en train de dire, ouais, il y a trop de pédophilie, on va la couper. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils sont en train d'utiliser, c'est-à-dire, ils ont fait une erreur. Tu sais que l'erreur qu'ils ont faite, c'est pas eux qui ont inventé l'Internet. L'Internet, ça a été une erreur de deux informaticiens au CERN qui l'ont inventé. Mais c'est pas ça le problème. Le problème que j'essayais de développer, c'est que les chrétiens, les cathos, je parle des cathos, les protestants, c'est des juifs qui mangent, c'est des juifs qui mangent du porc. C'est tout ce que c'est. Les cathos suivaient l'exemple du Messie. C'est tout ce que je peux vous dire. Le seul lien qu'on a entre nous et personne, aucun musulman ne peut vous attaquer, et on a un pacte du prophète, c'est suivez le Messie et revenez au Messie. Revenez au pacte, au baptême de Clovis, et n'ayez pas peur à chaque fois que vous entendez le mot califat. Califat, grosso modo, c'est pour nous l'équivalent du baptême de Clovis. Même si je suis d'accord. Pour finir, ce qui se passe, les Anglais ont infiltré, tu sais c'est la 5e colonne, hein. Ils ont infiltré les musulmans à travers Abdel Wahhab, et ils vont inventer le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est tribal, c'est le Talmud, hein. C'est tout ce que c'est, le Talmud. Et ils vont inventer d'un autre côté, en Égypte, ils vont envoyer Jamal ad-Din Lavrani, ils vont inventer le pan-islamisme qui est devenu l'islamisme. Il n'y a pas d'islamisme en islam. Je voudrais revenir sur un autre commentaire, Alain. Vas-y, parce qu'il y a Marika qui dit les protestants ont juste voulu sortir du joug de la papauté, ils ont gardé la Bible et rejeté le pape. Machin. Mais en fait, c'est-à-dire que ceux qui les ont manipulés, ils ont utilisé ça. Ils ont utilisé ça, mais quand on accepte l'usure, le problème, c'est pas de rejeter le pape, parce que si c'est pour rejeter le pape, parce que le pape était peut-être déjà infiltré, le Vatican, si c'est pour le rejeter, mais pour aller du côté de l'usure, accepter l'usure, non, c'est pas juste sortir du joug de la papauté. Voilà. Tout à fait, parce qu'il crée des faux problèmes, et les faux problèmes n'admettent que des fausses solutions. Il y a eu 11 papes juifs. 11, au moins 11, il doit en avoir plus, pour te dire. C'est très infiltré, le Vatican, c'est très infiltré. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne parle jamais du Nouveau Testament, mais le Vatican, il est très infiltré depuis de longue date. Oui. Ils sont tombés, moi, depuis, je parle des croisades, ils sont tombés pour l'argent depuis les croisades, quand les banques Peruzzi et Brady les ont achetés, pour te dire. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est, je parle à l'horizontale, je ne suis pas dans la verticale. On a essayé la verticale, ça ne marche pas. Plus les gens montaient comme Dieudo, comme beaucoup de gens, on ne va pas citer, ils ont la grosse tête, ils n'écoutent plus. Donc, moi, je m'adresse à l'horizontale. Je viens de la verticale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'en ai parlé.
Je viens de la verticale, j'ai vu que vaut mieux réveiller le peuple. Vaut mieux essayer de réveiller le peuple. Et pour réveiller le peuple, c'est de leur dire la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. La vérité est que vous vous êtes éloigné du message du Saint-Christ, que le paix et le salut soit sur lui, notre Messie. Les musulmans l'appellent notre Messie aussi. Le point commun, c'est le Christ. Vous le voyez en tant que fils de Dieu, grand bien vous fasse. On le voit que prophète le plus important des prophètes, c'est tout. Le point commun, c'est faire le bien, c'est aider autrui. Le message du Christ, c'est assister les déshérités, les plus démunis, et aimez-vous les uns des autres. Votre foi, il n'y a que Dieu qui puisse forcer la foi. Personne ne peut forcer la foi. Et la preuve en est, regardez les protestants, c'est tout. Aladin, je suis HS, je suis KO. Ouais, je te laisse. On peut finir le live là-dessus? Oui. Il y a une dernière chose, mais tu as dû répondre tout à l'heure un peu dans ce qu'on a dit, c'est qu'il y a Jardin Vert qui demande le point de vue d'Aladin sur les Saouds. Bon, ben. Oui, je vais développer les Saouds. Je vais le dire parce que je te le dirai pas. Ouais. Les Saouds, ils sont complètement un membre de ma famille. Un membre de ma famille, on va dire. Était le grand ami de Faisal des années 70. L'émir Faisal qui a été tué. C'est lui qui avait fait l'embargo de 73. Et il a été tué en 75. Grosso modo, les Ibn Saoud, depuis 1820-1830, ont été de mèche avec, sans savoir, avec Abdel Wahhab, qui a inventé la notion, ils se sont mariés entre eux, la notion de wahhabite, qui est du tribalisme. C'est un islam qui n'a rien à voir avec l'islam pur, c'est-à-dire c'est du tribalisme. Grosso modo, la preuve, ils sont tombés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bons Rothschild, à travers les Anglais, à travers les Américains, ils ont mis cette famille de Ibn Saoud qui compte à peu près 500 à 1000 personnes. C'est comme les Capétiens, on aurait conservé les Capétiens comme ils ont fait avec Charles X au pouvoir, mais c'est un pouvoir de forme. Hein. Donc, chaque Ibn Saoud qui naît, il a d'ores et déjà quelque chose comme 10 millions quelque chose, 1 million à 2 millions de dollars. Voilà, c'est chaque année. Donc, ils n'ont pas besoin de bosser. C'est ce que j'essaie de dire. Les Ibn Saoud, tout est faux, tout est juif. La plupart, c'est des homosexuels, c'est des dégénérés. C'est des dégénérés. Il n'y a pas plus dégénéré que. Je vais dire, pour finir, je vais vous donner ce que dit Garodi. Garodi, il y a deux formes d'islam. Il y a l'islam des dattes et du lait qui est du Maghreb, et l'islam du pétrole et des dollars, ce qui est les pays du Golfe. C'est tout. On en finit là? Oui, il y a juste un truc là au niveau de la langue, parce que moi je l'appelais Ibn al-Wahhab, mais en fait je suis en train de chercher là. Et alors tantôt je vois Abdel Wahhab, tantôt je vois Muhammad ibn Abdel Wahhab. Ibn, ça veut dire fils. C'est Mohammed, c'était un imam. C'était pas voilà, c'était ce qu'on avait un exégète. Il n'a jamais fait ses preuves. Il a été rejeté par toutes les écoles de pensée. Et c'est les Anglais qui l'ont récupéré. La même chose. Tu sais que c'est comme le christianisme. Il y a le message du Christ. Voilà. Conserver le message du Christ. Les musulmans, c'est la même chose. Il y a le message du prophète Mohammed, conserver ce message. Tous les autres dénominatifs, c'est du marketing. C'est du marketing. Il n'y a qu'un seul islam, qu'une seule chrétienté, liez-vous à ça, c'est tout. C'est bon, Martial? Merci, Aladin. Dieu te bénisse. Merci pour tes lumières. Et puis, merci à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Et puis, j'espère qu'on va réussir à sauver la France et puis notre monde de la barbarie. Oui, tout à fait. Et soyez dans le bien et vous ne verrez que du bien. Salut tout le monde. Salut Martial. Salut Adam. Voilà les amis, on a fini le live. Je suis KO ce soir. Merci beaucoup. Là, on est 182. Malgré qu'on n'ait pas beaucoup d'abonnés. Comme je vous le disais, j'avais plus de 8000 abonnés sur le compte qui m'a été détruit. Je vais répéter encore, comment se fait-il que je sois aussi censuré et comment se fait-il que d'autres qui sont pourtant très fragiles, je le répète, eux ne sont pas censurés. Voilà. Alors, c'est pas que je souhaite de la censure aux gens, hein, c'est pas ça, hein, faut pas rentrer dans le plan inverse.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis KO. À une prochaine pour un live. Je vous embrasse. Vive la France.